Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau regard croisé. Au menu ce soir, Donald Trump. Il n'est pas seulement le président des États-Unis, c'est une personnalité. Une personnalité qui occupe l'espace, qui capte l'attention, qui provoque. Donald Trump transforme chaque sommet international en arène, chaque discours en rapport de force, chaque image en message politique. Une personnalité crainte, tant par ses ennemis que par ses amis, mais qui est aussi au cœur de son succès. Ce soir, dans Regard croisé, nous allons décrypter ce qu'il dit du monde et ce que le monde pense de lui. Dans 2 jours, le monde marquera la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Il y a 81 ans, on avait promis plus jamais ça. Mais aujourd'hui, quelque chose sonne faux parce que malgré les promesses, l'antisémitisme explose. Dans les rues, dans les écoles, sur les réseaux sociaux et trop souvent, devant les tribunaux, il est minimisé, requalifié, relativisé. Il y a là une dissonance profonde. On condamne fermement l'antisémitisme d'hier, mais on peine à nommer celui d'aujourd'hui parce qu'il dérange, parce qu'il se cache derrière des mots nouveaux, parce qu'il fracture le débat politique. Ce sera notre grand angle. Vous êtes prêts ? C'est parti. À Davos, cette semaine, Donald Trump n'a pas seulement défendu une ligne politique. Il s'est mis en scène. Attaque frontale contre Emmanuel Macron, mise en cause de l'OTAN, revendication territoriale assumée, c'est notre image de la semaine. Canada lives because of the United States. Remember that. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Would you like me to say a few words of Greenland? So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. The United States is treated very unfairly by NATO. I want to tell you that. And when you think about it, nobody can dispute it. We give so much and we get so little in return. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. We did it for Israel. And by the way, I told baby, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our stuff. Cette manière très personnelle d'exercer le pouvoir, de s'imposer devant les autres leaders pose une vraie question. Peut-on comprendre la politique de Donald Trump sans comprendre l'homme ? Pour en parler, nous sommes avec Yannick Mirer, politologue, spécialiste des États-Unis, et Gérald Olivier, analyste politique franco-américain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de croiser vos regards ce soir. Ce qui frappe à Davos et à chaque intervention finalement du président américain, ce n'est pas seulement ce que Donald Trump dit, c'est l'image qu'il construit. C'est une volonté de sa part, Yannick Mirer ? C'est un homme de télé-réalité, on l'a dit et répété, donc évidemment c'est moins la réussite dans le domaine de l'immobilier que celle à la télé-réalité, au fond, qu'il a propulsé comme sur la scène publique, on va dire américaine, publique dans le sens pas nécessairement politique, mais dans le sens public, c'est un personnage depuis longtemps, depuis les années 80 sur la scène américaine. Et donc, pour revenir à votre question, oui, je pense s'il y a une chose dont il est parfaitement conscient et qu'il construit, c'est l'image. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y ait nécessairement beaucoup de cohérence ou de points de repère dans l'image qu'il crée, puisque au fond, je crois que c'est d'ailleurs la singularité de ce deuxième mandat. Et vous disiez très justement, pour comprendre sa politique, si on peut appeler ça une politique, en tous les cas ses orientations, il faut comprendre l'homme et la dimension psychologique très singulière du personnage. Il y a eu d'ailleurs plusieurs choses assez intéressantes sur ce sujet, sans être partisan nécessairement, mais pour expliquer la psychologie très 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 difficile à suivre du personnage, très défaillante, discernement, manque de capacité d'attention. C'est pas, comme vous le savez, quelqu'un de dossier, c'est pas quelqu'un qui lit des notes que lui proposent les services du renseignement américain, etc. Outre l'aspect tout à fait
sidérant que cela peut susciter sur le fonctionnement de l'État américain sous sa présidence. Avec la deuxième, précisément, j'allais dire que tout est possible pour lui, et ce qui le gardait encore dans le premier mandat n'est plus vrai. Et donc, on a un changement qualitatif d'ampleur avec ce deuxième mandat. Alors justement, Gérald Olivier, on parle de stratégie, on parle d'image. Justement, est-ce qu'on peut dire que cette image, cette utilisation de sa propre image lui permet d'imposer son autorité à Donald Trump, même avant toute décision concrète ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un président et c'est un homme transactionnel. Tout dans la vie et les rapports de Donald Trump est construit autour de transactions. Il veut quelque chose de vous et il a quelque chose à vous donner en échange. Et il a fonctionné comme ça quand il était homme d'affaires. Il continue à fonctionner de cette façon aujourd'hui qu'il est président. Et ce à quoi il veut parvenir, c'est à renforcer la sécurité des États-Unis, renforcer la prospérité des États-Unis, je dirais, et renforcer le contrôle des États-Unis à la fois sur le reste du monde, qu'il s'agisse d'adversaires, je dirais, ou de rivaux, ou même d'alliés. Donc tout ce qu'il fait est perçu et plutôt est organisé vers cet objectif. Et dans le cadre d'une relation avec un personnage ou un pays, il y a toujours un rapport de force qui s'installe. Et si vous parvenez à déstabiliser votre adversaire ou votre partenaire dès le début de ce rapport de force, vous allez prendre l'avantage sur lui. Donc, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le terme imprévisible. Il a des comportements qui peuvent paraître imprévisibles, mais qui en fait sont toujours calculés, délibérés. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle en anglais, et excusez-moi d'utiliser un terme anglais, c'est ce qu'on appelle un counter-puncher, hein, en termes de boxe. C'est quelqu'un qui aime bien renvoyer des coups. Et pour renvoyer des coups, d'une certaine façon, il faut en recevoir. Et pour recevoir des coups, il faut les provoquer. Donc quand on regarde la méthode Trump, et il y a toujours une méthode Trump, elle commence toujours par un objectif qui est justifié du point de vue américain. Par exemple, être propriétaire du Groenland. Même si l'idée que cette terre immense change de propriétaire, ça n'a pas paru quelque chose de très logique à beaucoup d'autres. Et lui va le mettre sur la table comme si c'était quelque chose d'évident. Et il va vous dire, et puis si je l'obtiens pas, je vais imposer des tarifs douaniers absolument faramineux sur les produits que vous essayez de me vendre. Et puis je vais cesser de participer à votre défense dans le cadre de l'OTAN. Enfin, il dit des choses qui sont totalement inadmissibles entre alliés. Mais en vérité, ça fait partie de sa provocation, ça fait partie de sa méthode. Il a exposé le fait qu'aujourd'hui, le Groenland était un enjeu stratégique majeur, un enjeu stratégique qui est sans doute plus important pour les États-Unis qu'il ne l'est pour l'Europe. Il a une légitimité à vouloir ce territoire et il va chercher à l'obtenir. Après, la méthode, elle est tout à fait contestable et détestable du point de vue des alliés et de gens avec qui on est supposé avoir des rapports amicaux. Ça fait partie du côté un petit peu irritant du personnage, mais ce qu'il faut considérer, c'est l'objectif et sa capacité à parvenir à cet objectif. Alors, Donald Trump est de loin la personnalité la plus médiatisée en France en 2025, mais aussi en Israël, puisque moi je suis ici en Israël et on suit évidemment de très près, certainement à travers la planète. Cette omniprésence, Yannick Mireur, dans les médias, est-ce qu'elle est le signe de son influence ou plutôt notre dépendance collective à cette mise en scène ? Tout d'abord, il faut quand même rappeler qu'il est président des États-Unis. C'est quand même la plus grande puissance du monde et c'est celle qui a ordonné le système des relations internationales et des rapports de force depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est difficile de sortir du jour au lendemain de cette continuité historique. Donc forcément, de là d'où il parle, tout le monde l'écoute. Et le deuxième point, pour rebondir d'ailleurs sur ce que vient de dire Gérard Olivier, c'est que sa méthode transactionnelle, etc., très bien, c'est un homme d'affaires. Qui n'a pas bien réussi dans les affaires quand même. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est la sidération que ça provoque à chaque fois parce qu'on sort complètement des codes. Des codes ne serait-ce que de la bienséance, par exemple. Dernière attaque en date, les remarques sur les soldats anglais en Afghanistan, qui est tout à fait scandaleux, c'est évident. Et puis personne ne lui a rappelé que pour être un commandant en chef des États-Unis, lui s'est bien débiné lorsqu'il fallait s'engager lors de la guerre du Vietnam dans son propre pays. Donc voilà à peu près le personnage auquel on a affaire, même s'il n'était pas été le seul, ce n'est pas une raison, il y a eu George Bush fils aussi. Mais ça n'a pas été rappelé, ce qui est assez étonnant. Donc le fait, on revient à la psychologie, à votre question du début, parce que c'est une telle
intensité, si vous voulez, dans la singularité de ce qu'il représente, par exemple insulter les alliés, se moquer des alliances, n'avoir aucune connaissance historique, aucune décence. C'est une simple observation de ma part, mais ça a des conséquences sur sa politique. Et donc forcément, on est toujours pris de court devant la cascade de déclarations et de nouvelles très intempestives. Donc l'imprévisibilité, en quelque sorte, elle vient de là parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ajoutant au fait que la cascade d'événements, c'est un peu voilà, de saturer l'espace. Disons que ça fait partie de sa méthode à lui, mais encore une fois, d'où il parle, forcément, il est incontournable. Et donc, forcément, hyper médiatisé. Justement, les déclarations de Donald Trump provoquent une onde de choc diplomatique presque à chaque fois. Et les propos qu'il a tenus à Davos ne font pas exception. Entre inquiétude, fermeté et tentative d'apaisement, les capitales cherchent la bonne réponse face à un président américain imprévisible mais déterminé. C'est notre prise de vue. Le Canada et les États-Unis ont bâti un partenariat remarquable sur les plans économiques, sécuritaires et culturels. Mais le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. Je tiens à compléter ce propos. Il est ressorti clairement de la discussion que nous avons réussi à résister en restant fermes, mais non à l'escalade. Et surtout en étant très unis. Mais nous avons également évoqué la certitude que nous devons œuvrer de plus en plus pour une Europe indépendante. Je redirai aussi à la Première ministre danoise notre plein soutien dans les discussions qui seront à conduire. Et nous restons extrêmement vigilants et donc prêts à utiliser les instruments qui sont les nôtres si on était à nouveau sous le coup de menaces. Aujourd'hui, nous sommes dans une position très défavorable. Nous dépendons des États-Unis et c'est pour cela que nous avons choisi la conciliation. Mais tant de lignes rouges sont franchies que le choix se résume à ceci. Le respect de soi. Être un vassal satisfait est une chose, être un esclave malheureux en est une autre. Voilà les nombreuses réactions, une partie seulement des nombreuses réactions après les déclarations de Donald Trump à Davos. Gérald Olivier, est-ce qu'on assiste, selon vous, à une recomposition durable des alliances dictée par la méfiance plutôt que par la confiance, contrairement par le passé ? Ah oui, tout à fait. Il y a une évolution très nette du rapport de force, il y a une évolution des alliances. Alors, je voudrais rassurer tout le monde, pour moi, l'OTAN ne va pas s'arrêter demain, mais il y a eu plusieurs mises en garde tout au long de l'année écoulée, qui sont d'ailleurs pas venues uniquement de Donald Trump, qui sont venues de son vice-président J.D. Vance, lorsqu'il est venu à Munich, au mois de février 2025, pour la première conférence sur la sécurité entre les alliés, où il a fait ce discours de mise en garde aux Européens, en leur disant que, ils devaient reprendre le contrôle de leurs frontières, 2, ils devaient respecter leurs propres idéaux, c'est-à-dire la liberté d'expression, les libertés individuelles et la liberté du commerce, ne pas entraver les compagnies américaines, ne pas entraver le discours, même de la part de gens qui peuvent leur déplaire, parce que c'était les valeurs qui avaient fait que les États-Unis étaient venus défendre l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale et qu'ensuite s'était construit le monde libre en opposition au monde soviétique. Et de la part des États-Unis, il y a une forme de rupture. Donald Trump l'a encore répété à Davos, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. Donc il le dit de manière assez simple, mes amis vont en Europe, ils reviennent me voir et ils me disent l'Europe est méconnaissable, ce n'est plus ce qu'elle était, etc. Mais ça correspond à des valeurs politiques, des valeurs économiques, des valeurs idéologiques et humaines qui sont très très claires. Et c'est pour moi la mise en garde qui a été faite vis-à-vis des Européens au sujet du Groenland prépare une façon de redessiner les alliances. Donald Trump a dit de manière extrêmement assassine, nous avons besoin du Groenland aujourd'hui, donc le Danemark nous le donne et nous leur en serons gré, ou bien le Danemark ne nous le donne pas et nous nous en souviendrons. C'est monumental de dire ça, parce que ça veut dire que c'est une menace que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l'OTAN si un jour le Danemark venait à être attaqué et fasse appel
au fameux article 5. Et en réponse à cela, les Européens ont parfaitement compris. Le ministre belge dont vous avez passé l'extrait d'interview le disait. L'Europe est démunie parce que l'Europe a outsourced, elle a fait reposer sa défense sur les États-Unis. Et aujourd'hui, elle se retrouve toute seule, très démunie, et elle a besoin de se reconstruire. Donc je pense que les Européens vont reconstruire une alliance. Une évolution des membres de l'alliance n'est pas, je dirais, à refuser, c'est à prendre en considération. Encore une fois, ça ne va pas se faire dans les semaines qui viennent ni les mois qui viennent, mais dans les années, j'en serais moins surpris. Yannick Mireur, vous êtes d'accord avec cela? Donald Trump, finalement, pousse notamment l'Union européenne dans ses retranchements et va peut-être permettre à l'Union européenne de moins dépendre des États-Unis. C'est également le cas avec Israël, qui tente maintenant de moins dépendre de l'armement américain, par exemple. Ouais, et donc, je suis toujours de l'avis qu'une crise représente toujours une opportunité. Donc, dans une certaine mesure, le vieux discours français qui ne date pas d'Emmanuel Macron, c'est une constance de la politique française, assez napoléono-gaulienne, si vous voulez, celle de l'autonomie de défense de l'Europe. N'empêche pas évidemment la qualité de l'alliance avec les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui s'impose un petit peu aujourd'hui et c'est plus facile de le défendre dans les circonstances. Et de ce point de vue, le coup de pied dans la fourmilière, avec toute la vulgarité, les excès, la méconnaissance, l'ignorance fière du passé de ce qu'a peut représenter une alliance de la part de M. Trump, sont peut-être quelque chose qui n'est pas si négatif. Au tout début d'ailleurs de son existence politique, en particulier lorsqu'il fut élu président la première fois, il a fait quelque chose de tout à fait positif, moi qui suivais depuis 25 ans ces sujets d'assez près, à savoir la relation entre les États-Unis et la Chine et l'évolution des équilibres stratégiques dans l'Asie-Pacifique. Et donc il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, où, disons, les choses tournaient un petit peu en rond avec les grands principes qui définissaient la politique américaine avec les républicains ou les démocrates vis-à-vis de la Chine, à savoir de la coopter dans le club des grandes puissances et de l'ordre international hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a fonctionné d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping assez imprévue avec la dérive ou l'orientation, ou plus qu'une dérive en fait, très autoritaire, qu'il a engagé pour la Chine. Donc forcément, il y a eu un peu une déstabilisation et Trump est arrivé là-dessus et a mené la politique de confrontation, de réalité, assumant les choses, nommant les choses. Et c'était forcément très positif, même si, comme toujours, comme tout ce qu'on vient de dire, comme Gérard Olivier vient de le rappeler aussi, sur la question de la Groenland aussi, c'est tout à fait, l'exécution est absolument désastreuse, précisément, mais je reviens quand même là-dessus. Pas parce que c'est délibéré, parce qu'il y a une vaste ignorance autour du personnage. Donc la question se pose de savoir si, on tire les leçons de la chose, et je crois que c'est en train d'être fait au milieu dans le contexte européen, de savoir, l'autonomie stratégique, comment on fait, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et la deuxième chose, on peut toujours penser que Trump disparu, est-ce que les grands fondamentaux quand même historiques lui survivront? C'est-à-dire qu'on reviendra, si demain il y a un président démocrate, disons classique, puisque le Parti démocrate est quand même dans une très mauvaise posture aujourd'hui, complètement désorganisé et sans chef, on reviendra à des choses plus habituelles. C'est pas complètement à exclure, mais ce qui est en revanche certain, c'est qu'il faut pas compter là-dessus, et donc agir en conséquence et s'insérer évidemment dans les nouveaux équilibres internationaux. Si Trump n'avait pas, juste pour finir là-dessus, Trump n'avait absolument pas besoin de passer par la voie qu'il a choisie pour l'affaire du Groenland. Les États-Unis sont là depuis des décennies, ça a été rappelé, il y a un accord qui date des années 50. Tous les pays, en particulier le Danemark, d'abord qui est le premier concerné, est membre de l'OTAN, très atlantiste. Il aurait demandé à ce qu'on renforce la présence otanienne et en particulier américaine dans une région où les enjeux commencent à être de plus en plus importants. Tout le monde aurait acquiescé, ça aurait posé zéro problème. Vous voyez bien que n'importe quel autre président aurait pu passer cette voie et on n'en parlerait même pas, si je puis dire. Oui, c'est la manière, évidemment. Alors, pendant que Donald Trump secoue l'ordre mondial, on vient de le voir, que se passe-t-il à l'intérieur des États-Unis? Comment les Américains perçoivent-ils la politique de leur président? On en parle dans l'œil du journaliste. Quel est le véritable bilan domestique pour cette année de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? La réponse de notre correspondant à Washington, Mike Wagenheim.
La première année du deuxième mandat du président américain Donald Trump est terminée. Certaines de ses politiques intérieures sont des versions amplifiées de celles qu'il a mises en œuvre lors de son premier mandat, mais d'autres représentent des changements majeurs dans ses priorités et ses orientations. Tout cela a créé un effet de tourbillon quasi quotidien pour les Américains et pour les habitants du reste du monde, qui sont de plus en plus touchés, même par des affaires apparemment internes aux États-Unis. Aujourd'hui, Trump a tenu sa promesse électorale de lutter agressivement contre l'immigration clandestine. L'année dernière, les États-Unis ont eu un solde migratoire négatif pour la première fois depuis au moins 50 ans sur le plan de la sécurité. Nous avons assisté à un changement de priorité, comme le révèle la stratégie de défense nationale récemment publiée, qui prévoit de passer de la lutte contre la Chine à l'affirmation de la domination sur l'hémisphère occidental. Trump reste catégorique, les alliés doivent cesser de compter sur les États-Unis pour garantir leur défense et assumer eux-mêmes une plus grande part de la charge financière. Parallèlement, Trump s'est montré agressif dans sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, même au risque de fragiliser l'alliance de l'OTAN, et il a voulu garantir l'accès au canal de Panama, menaçant également d'y mener des actions militaires. Le Pentagone a également vanté l'opération qui a renversé le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro au début du mois, affirmant que tous les narcoterroristes devraient en prendre bonne note. Mais cette stratégie remaniée de Trump ne semble plus considérer la Chine comme un adversaire, mais simplement comme un acteur qu'il faut empêcher de dominer les États-Unis ou leurs alliés. Le président est arrivé au pouvoir en promettant un boom de l'industrie manufacturière et en affirmant que ses politiques créeraient des millions et des millions d'emplois manuels de toutes les sortes, mais le rapport final de 2025 a montré que l'embauche dans l'économie américaine ralentissait. Environ 2/3 des créations d'emplois de l'année dernière concernaient le secteur de la santé, tandis que l'industrie manufacturière, les technologies et le secteur public ont tous perdu plus d'emplois qu'ils n'en ont créé. L'Américain moyen dépense désormais $184 de plus par mois pour acheter les mêmes biens et services qu'il y a un an. Mais Trump continue d'affirmer que la question de l'accessibilité financière est un canular inventé par les démocrates. Mike Wagenheim, Washington, i24 News. Yannick Mirer et Gérald, Olivier, je reviens vers vous. Il nous reste 3 petites minutes pour vous deux, donc 1 minute 30 chacun, un peu moins. La vraie question, c'est de savoir est-ce que Donald Trump gouverne les États-Unis de la même manière qu'il gère sa diplomatie. On va commencer par vous, Gérald Olivier. Alors, le côté tourbillon, oui. C'est-à-dire qu'il veut être sur tous les fronts en même temps. Ce qu'il faut comprendre avec Donald Trump, c'est qu'il ne veut pas être président pour rien. Et il est président pour changer l'Amérique. Il sait qu'un mandat, ça dure 4 ans, mais en fait, en fonction des élections, ça peut être limité à 2 ans. Et donc, il s'est lancé dans énormément de choses, aussi bien sur la scène intérieure que sur la scène extérieure. Et sa méthode n'est pas une méthode de politicien classique, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre une idée sur la table et attendre qu'il y ait une commission pour débattre de l'idée et voir si on en fait un texte de loi. Non, il prend un décret, il l'impose, et puis si les cours de justice estiment que le décret n'est pas constitutionnel, eh bien, il sera invalidé, et puis on le fera revalider derrière. C'est quelqu'un qui agit et qui veut agir très vite. Et sur le plan de la politique intérieure, il a quand même eu, je dirais, une première année plutôt positive, et on en verra, on n'en voit pas forcément les résultats tout de suite, mais je pense qu'on les verra. Sur l'immigration, c'est évident qu'il a réussi quelque chose que tout le monde disait impossible. Fermer la frontière. Après, les expulsions, c'est une autre histoire, malheureusement. Mais sur l'économie, il a fait passer cette fameuse loi, la One Big Beautiful Bill, qui permet des baisses d'impôts et qui permet surtout de relancer l'économie, qui est son grand pari pour remporter les élections des midterms au mois de novembre. Donc, pour l'instant, l'économie est relancée, mais dans les statistiques, ça ne se voit pas tellement. D'ici novembre, lui espère que ça se verra. Alors, Yannick Mirer, une réaction ? Oui, simplement, rapidement, je serais un peu moins optimiste sur le succès de ce qu'il a fait. Je pense que c'est quelqu'un qui avait de grandes orientations par le flair, qui était tout à fait légitime et désastreusement mise en œuvre, voire de manière très agressive. Alors, je dirais 2 choses. La mise en œuvre au plan économique, je dirais déception de beaucoup d'Américains. On verra évidemment à la fin de l'année lors des midterms, pourrait coûter assez cher, et la réalisation de Trump finalement assez mince. L'euphorie boursière,
qui était tout à fait prévisible parce qu'il sait bien comment ça fonctionne. Si nos hommes politiques pouvaient le savoir aussi bien que lui, ce serait pas mal pour nous aussi. Mais c'est une chose qui cache une relative stagnation quand même de l'économie américaine, même si par rapport à nos situations à nous, elle est extraordinaire, bien sûr. Donc, je suis pas sûr que le succès économique soit vraiment au rendez-vous. Deuxième point, sur les forces de contrôle des frontières, vous voyez ce qui se passe à Minneapolis, c'est tout à fait scandaleux et révoltant, et c'est une cassure dans l'histoire de l'Amérique récente et dans la façon dont l'État fonctionne et le droit sacro-saint aux États-Unis fonctionne. Et donc, en quelque sorte, si je prenais le risque de vous faire une petite prédiction, non pas une prédiction, mais poser une question, je ne suis pas sûr que, in fine, avec vraiment le match qui se joue contre la Fed, le président de la Fed, de prendre à partie, là aussi, la sacro-sainte indépendance de la Fed, je ne suis pas sûr que les milieux économiques et les militaires, si une alliance comme l'OTAN est à risque, du fait de ses déclarations, de ses actions intempestives, ne se retournent pas un jour contre lui d'ici 2028. Rendez-vous en 2028. Alors merci en tout cas à vous deux, Yannick Mirer et Gérald Olivier, d'avoir accepté de croiser vos regards ce soir. Quant à nous, on marque une pause. On se retrouve juste après pour parler du devoir de mémoire à l'épreuve de l'antisémitisme contemporain. Restez avec nous. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct.
Stade avancé. Et si on osait tout dire? On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagard. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regards croisés. Dans 2 jours, on marquera les 81 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Ce sera également la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. En Europe, l'après-guerre est consacrée à la réconciliation et à la reconnaissance des erreurs du passé. Mais aujourd'hui, face au nouvel antisémitisme, le vieux continent semble hésiter, parfois même laisser faire. C'est notre grand angle de la semaine. En novembre 2025, le capitaine Alfred Dreyfus est symboliquement réhabilité et promu général, 130 ans après sa dégradation. Une volonté de réparer le passé en reconnaissant officiellement l'erreur judiciaire et l'humiliation subie. Une façon aussi de lutter contre l'antisémitisme qui sévissait déjà à la fin du 19e siècle et qui a trouvé son apogée quelques décennies plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme en Europe occidentale devient une priorité nationale et internationale et même un pilier de la reconstruction démocratique. Sur le plan juridique, les procès de Nuremberg, organisés entre 1945 et 1946, qualifient pour la première fois les persécutions antisémites de crimes contre l'humanité. Une décision qui se traduit par des réformes profondes dans plusieurs pays européens. L'Allemagne entreprend un processus de dénazification et interdit les organisations antisémites. En France, la République réaffirme l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et les discours et actes antisémites sont progressivement sanctionnés par la loi. Outre la création d'organisations internationales de poids comme l'ONU, c'est surtout le rôle du devoir de mémoire qui est souligné. Il est considéré comme un outil de vigilance contre le retour de l'antisémitisme. D'où la reconnaissance internationale de la Shoah, l'ouverture des archives ou encore la création de mémoriaux et de journées de commémoration. En 2005, nouvelle étape en France. Jacques Chirac inaugure le mémorial de la Shoah et prononce un discours marquant. C'est à cette occasion qu'il reconnaît officiellement la responsabilité de l'État dans la déportation de 76 000 Juifs de France. Et pourtant, malgré la volonté de réparer le passé, la justice semble ne pas reconnaître le nouvel antisémitisme. Dès 2006, des attaques d'une grande violence sont perpétrées et la justice n'est pas toujours à la hauteur. D'abord l'assassinat d'Ilan Halimi, jeune juif de 23 ans, par le gang des barbares, après avoir été torturé et séquestré pendant plus de 3 semaines. Dans un premier temps, le caractère antisémite est nié par certains enquêteurs, avant d'être retenu par la justice. Le crime suscite une vive émotion en France, d'autant plus que l'affaire n'avait pas été médiatisée. Elle devient un symbole tragique de l'antisémitisme contemporain en France. Et pourtant, en août 2025, l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine est tronçonné. 2 personnes sont arrêtées, des frères jumeaux de 19 ans, tunisiens. Ils seront condamnés, mais le caractère antisémite n'est pas retenu. L'affaire Ilan Halimi n'est pourtant pas la première. En novembre 2003, Sébastien Selam, DJ juif de 23 ans, est assassiné à Paris par son voisin et ami d'enfance. Son meurtrier se vante immédiatement auprès de ses proches d'avoir tué un juif pour aller au paradis. Pourtant, la justice française ne retiendra jamais le caractère antisémite du crime. Il faudra attendre 2018, soit 15 ans plus tard, pour que le président français Emmanuel Macron réponde au courrier du député Meyer Habib et reconnaisse le motif antisémite. Autre affaire symptomatique, celle de Sarah Halimi. En avril 2017, cette femme juive de 65 ans est assassinée à Paris par son voisin Kobili Traoré. Il la torture et la jette de son balcon au cri d'Allahu Akbar. Plusieurs expertises psychologiques sont menées. La plupart concluent que le meurtrier était en proie à une bouffée délirante aiguë, causée par une forte consommation de cannabis au moment des faits. En décembre 2019, il sera reconnu pénalement irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Certains y voient un permis de tuer des juifs. Et après le 7 octobre 2023, la situation semble encore plus compliquée. Déjà, les chiffres des actes antisémites explosent. Mais en plus, la réponse pénale ne semble pas à la hauteur de l'enjeu. Dernier exemple en date, une nourrice tente d'empoisonner une famille juive en versant des produits ménagers dans leur boisson. Pour elle, ils ont de l'argent et du pouvoir.
Le caractère antisémite n'est pourtant pas retenu par la justice. Et ce n'est pas un cas isolé. En août dernier, un homme de 65 ans sortant d'une synagogue et portant une kippa est violemment agressé. Il est roué de coups par plusieurs individus et dépouillé de son collier à l'effigie de l'étoile de David. La police ouvre une enquête pour agression à caractère antisémite, estimant que le vol n'est pas le mobile principal puisqu'il était caché sous sa chemise. Mais le parquet affirme le contraire. Le mobile antisémite n'est finalement pas retenu. En mai 2024, des mains rouges sont taguées sur le mur des Justes à Paris. Bien que cet acte ait suscité une vive indignation et ait été qualifié d'antisémite par de nombreuses personnalités politiques, les auteurs n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. La justice a retenu l'argument des prévenus. Ils protestaient politiquement contre la guerre à Gaza. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, de nombreuses plaintes ont été déposées après des slogans et propos antisémites, notamment dans les manifestations pro-palestiniennes ou dans des déclarations d'élus d'extrême gauche. Les plaintes sont classées quasi systématiquement sans suite. Alors est-ce une question d'arsenal juridique en France ? En tout cas, plusieurs lois ont été votées au cours des derniers mois. En juillet 2025, une loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur est promulguée. Elle vise à renforcer la prévention, le signalement et le suivi des actes dans les universités. Objectif, protéger les étudiants et le personnel en mettant en place un dispositif de signalement anonyme et en instaurant des formations obligatoires sur le sujet. Enfin, le 20 janvier dernier, la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan est adoptée. Elle vise à définir et combattre les formes renouvelées d'antisémitisme, notamment via une application renforcée de la définition de l'IRA. Le vote de ces lois n'empêche pas certains de dénoncer une volonté d'étouffer la liberté d'expression et de refuser de voir dans l'antisionisme le cache-nez de l'antisémitisme. On va tenter de comprendre pourquoi cette dissonance persiste, pourquoi la mémoire fait consensus, mais l'action contre l'antisémitisme actuel, notamment l'action juridique, ne semble pas faire l'unanimité. Pour en parler, je reçois ce soir Déborah Journeau, avocate présidente de l'association Action Avocat. Bonsoir à vous. Ainsi que Jonathan Ayoun, auteur, réalisateur, essayiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avec nous également en studio, Déborah Benayoun, notre journaliste qui signe ce sujet. Bonsoir Déborah. Bonsoir Mimi. Je vais commencer avec vous, Déborah Journeau. Est-ce que ce reportage décrit une réalité que vous constatez sur le terrain ? Complètement. Je vous félicite vraiment pour la réalisation de ce reportage qui, je reprend bien les éléments factuels et juridiques de ces 15 dernières années. Effectivement, on se retrouve dans une situation où malheureusement on n'est pas entendu par la justice lorsque pourtant il nous semble que les faits sont avérés et que l'antisémitisme est le mobile des actions et des agressions. Les lois sont présentes. Vous l'avez rappelé, on a également cette loi de Caroline Yadan qui a été présentée en commission des lois la semaine dernière, qui a été adoptée et qui va donc suivre son cheminement à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Je pense que c'est une loi qu'il faut absolument soutenir parce qu'elle va nous donner des moyens supplémentaires. Maintenant, est-ce que la justice va suivre ? Je ne sais pas, je ne peux pas le garantir parce qu'on a eu des cas quand même de flagrance d'actes antisémites avec des vieux registres comme si on reprend l'affaire de cette nounou qui a empoisonné ses employeurs parce qu'ils sont riches et ils ont de l'argent. On revient sur des vieux préjugés antisémites et pourtant le mobile antisémite n'a pas été retenu. Donc j'avoue que nous, en tant que professionnels du droit, on se retrouve dans une situation où, certes, on a de la jurisprudence qui peut nous suivre, mais ces 10 dernières années, dans des cas pourtant bien flagrants, ça n'a pas été le cas. Jonathan Ayoun, est-ce que finalement, quand on a travaillé ce sujet avec toute l'équipe de Regards Croisés, on s'est demandé si le fait de transformer la mémoire de la Shoah en un consensus confortable finalement, puisque plus ou moins, on va dire, la majorité est d'accord sur le fait qu'il faut se rappeler de la Shoah. Est-ce que ça ne nous évite pas, nous, quand je dis nous, je parle à la France et l'Europe, est-ce que ça n'évite pas justement d'agir dans le présent ? Non, je ne les mettrai pas en opposition. Déjà, le consensus, comme vous dites, autour de l'importance de faire un travail de mémoire de la Shoah n'est pas arrivé tout de suite. Il a fallu de nombreuses décennies pour qu'il y ait une prise de conscience auprès du grand public de ce qu'a été la Shoah. Et il a fallu d'ailleurs de grands procès. Les actions en justice, notamment en France,
ont été structurants. Il y a eu d'abord à Jérusalem le procès Eichmann qui a été un moment tournant, et puis après il y a eu de nombreux procès en France, que ce soit Touvier, Papon, Barbie, qui ont beaucoup fait pédagogiquement aussi et émotionnellement aussi, pour que les Français prennent la pleine mesure de ce qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale et le sort tragique des Juifs durant la Shoah. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce travail-là est plus ou moins abouti, et que même, les sondages le prouvent, il y a un désir de transmettre plus encore la mémoire de la Shoah. Donc vous avez raison, ça c'est un combat qui est acquis. Est-ce que c'est parce que ce combat-là qui est acquis qu'on ne veut pas suffisamment voir, décrypter, comprendre ce que sont les nouveaux visages de l'antisémitisme? Non, je ne le mettrai pas en opposition de cette manière-là. Je pense qu'il y a un problème, en effet, de prise de mesure de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'on commémore suffisamment dignement aujourd'hui la Shoah que cette problématique voit le jour de déni ou de détournement du regard face à ce qu'est l'antisémitisme actuel. Alors, cette dissonance ne se joue pas seulement dans les tribunaux ou dans les discours politiques, elle se joue aussi là où se forment les perceptions, où se construit la mémoire des jeunes générations sur les réseaux sociaux. Déborah, on en parle avec vous. À mesure que les témoins directs de la Shoah disparaissent et que l'influence des réseaux sociaux augmente, le négationnisme gagne lui aussi du terrain. Oui, et les exemples sont nombreux, d'autant que l'IA a aussi pris beaucoup de place désormais. C'est notamment l'IA de X, anciennement Twitter, qui est visée par des soupçons de négationnisme. C'est l'application Grok. En novembre dernier, il y a eu des plaintes de la Ligue des droits de l'homme et de SOS Racisme qui ont été déposées après des propos plutôt impressionnants, puisqu'un utilisateur de X a demandé à Grok si les chambres à gaz du camp avaient été construites à l'origine pour la désinfection afin de prévenir les maladies infectieuses. Et Grok a répondu en français que les chambres à gaz du camp d'extermination nazi d'Auschwitz ont été, je cite, conçues pour la désinfection aux zyklon B contre le typhus, plutôt qu'à des exécutions massives. L'IA a ajouté que les résidus de cyanure détectés dans les chambres à gaz utilisées pour exterminer un grand nombre de personnes étaient, je cite, minimes et compatibles avec une décontamination, mais pas avec des gazages mortels répétés. Évidemment, de nombreux internautes ont été indignés par ces propos. Une enquête a donc été ouverte. Alors c'est de nouveau une date charnière. Le 7 octobre 2023 a aussi libéré la parole antisémite sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, on ne compte plus les cas de ce qu'on pourrait qualifier, ou en tout cas beaucoup qualifient, d'antisémitisme décomplexé. Exemple déjà avec le mois de novembre dernier, un sondage qui est lancé sur un groupe WhatsApp d'étudiants en droit de l'Université de Lyon. La question qui est posée, je cite, « Qui aime les Juifs ?» Et toutes les réponses proposées sont négatives. Parmi elles, « Pas moi, je leur tire dessus », donc clairement un appel au meurtre. Et puis il y a eu aussi cette polémique à Sciences Po Lille avec une étudiante gazaoui qui devait être accueillie en août dernier. Des posts choquants sont retrouvés. 2 jours après le 7 octobre, par exemple, elle partage un appel à l'exécution des otages. Le message précisait que les exécutions devaient être filmées en haute qualité et les vidéos envoyées dans les universités et aux médias occidentaux. Autre post toujours de cette jeune fille. En septembre 2024, elle a publié plusieurs publications glorifiant Adolf Hitler et célébrant ses idées antisémites. Le dictateur est même qualifié de visionnaire. Ces posts ont été repérés par des internautes. Naturellement, ils ont aussi provoqué un tollé. Et puis, dernier exemple, cette fois avec l'affaire Varda. C'est l'influenceuse Varda qui avait publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle ironisait sur le bébé dans le four après le 7 octobre 2023. Elle avait dit, je cite, « À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s'ils ont mis du sel, du poivre, du thym, s'ils l'ont fait revenir, à quoi ?» Elle a été condamnée pour ses propos à plusieurs mois de prison avec sursis, mais clairement on voit ici que la parole, même la plus abjecte, se libère, en particulier sur les réseaux sociaux. Merci Déborah. Jonathan Ayoun, est-ce qu'on est en train d'assister finalement, quand on voit ça, à une rupture générationnelle? Ce sont souvent les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui s'informent, je mets des guillemets évidemment, s'informent sur les réseaux sociaux, dans la perception notamment de la Shoah, avec ce nouveau visage de l'antisémitisme qui est l'antisionisme. Oui, il y a dans tous les cas que vous venez d'évoquer, plusieurs mouvements, phénomènes assez vertigineux, assez sidérants. L'affaire Warda qui vient d'être évoquée, par exemple, pour sa défense, elle disait qu'elle n'était pas antisémite. Donc il y a aussi un déni
de l'antisémitisme qu'il propage, alors que les choses paraissent évidentes. Et puis après, il y a une forme de banalisation, les cas évoqués juste avant, de banalisation de ce qu'a été la Shoah dans les mots de cette jeunesse-là, qui ne veulent pas prendre la mesure de ce qu'ils disent, parce qu'en effet, le phénomène des réseaux sociaux fait qu'il y a un sentiment à la fois d'impunité, et il y a aussi un sentiment de se dire que ce n'est pas très grave parce qu'on le dit là. Donc c'est très paradoxal parce que on a l'impression que la mémoire de la Shoah, comme on l'a dit dans une première partie tout à l'heure, aujourd'hui est un combat qui est acquis. Mais non, il y a des bouffées de négationnistes qui reviennent. Et on n'aurait pas cru que cela allait revenir par la plus jeune génération. On aurait pu croire que cela allait revenir par des négationnistes chevronnés qui ne lâchaient pas leur combat pour nier la Shoah. Non, cela revient par de nouvelles générations qui ont envie de se laisser prendre quelque part, ils sont pris dans un mouvement où il y aurait une sorte de vérité alternative, où il y aurait quelque chose qu'on nous cacherait. Et donc on se retrouve avec une situation où des jeunes nient la Shoah, et ça paraît assez vertigineux, tant le travail d'information et d'enseignement est malgré tout, il faut le dire, considérable et mené à bonne hauteur par les pouvoirs publics aujourd'hui en France. Déborah Journeau, quand la haine se diffuse massivement en ligne, le négationnisme, l'antisémitisme, est-ce que le droit est aujourd'hui armé pour répondre rapidement et efficacement ? J'ai bien peur de la réponse. Alors, juste avant de répondre à votre question, moi, je voulais faire un lien avec ce que vous disiez sur, effectivement, donc ce négationnisme, cette remise en cause de la Shoah qui a lieu sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a une dimension qu'on nommait, c'est la transmission de l'histoire. Et certes, nous, les avocats, on fait notre travail, la justice rend pas toujours les décisions qu'on attend, mais il y a une question d'éducation. Et moi, ce que je constate, puisqu'on s'intéresse énormément au sein d'Action Avocat à toute la dimension éducation, que ce soit de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est que la Shoah, c'est quelque chose qui est enseigné de manière très furtive. Et en réalité, on n'enseigne pas tout au long de la scolarité aux enfants ce qu'est la Shoah et l'histoire d'Israël. Je vais prendre 2 exemples. Vous allez prendre le dictionnaire Larousse, allez regarder la définition d'Israël et vous allez voir qu'il est indiqué que Israël a été donné aux Juifs suite à la Shoah. C'est très grave d'écrire quelque chose comme ça parce que pour un enfant, évidemment, qui va lire le Larousse, et je vous parle du Larousse 7-11 ans, d'accord ? Ensuite, vous avez un autre exemple qui est, dans la dimension historique, qui est cet ouvrage de Hachette, pour la préparation au baccalauréat, cette spécialité d'histoire, d'accord, qui a indiqué que le 7 octobre, il y avait donc des colons juifs qui avaient été attaqués par le Hamas et qu'ensuite Israël avait envahi Gaza. On en est là, en fait. La réalité, c'est qu'il y a effectivement toute la dimension réseaux sociaux qui va extrêmement vite et qui est difficile à saisir, mais il y a aussi les ouvrages qu'on laisse entre les mains de nos enfants, que ce soit un dictionnaire ou un ouvrage pour réviser le baccalauréat, où on écrit des choses ignobles. Donc, je pense qu'il faut reprendre le début, c'est-à-dire réinstaurer une réelle éducation historique à c'est quoi la Shoah, c'est quoi la création de l'État d'Israël. C'est la première chose. Et ensuite, on pourra aussi se battre sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile puisque, comme vous l'avez dit, ça va vite, c'est souvent anonyme. Donc, les pouvoirs publics sont impuissants alors qu'il y a encore des domaines, à savoir tous les ouvrages papier et l'enseignement dans les écoles et dans les lycées et les collèges, qui sont quand même beaucoup plus gérables. Donc voilà, c'est un point que je voulais reprendre avec vous. Alors, la question effectivement de la réponse pénale sur les réseaux sociaux, voilà, c'est toujours pareil, on a un problème d'anonymat qui fait qu'il est souvent difficile de retrouver les auteurs des propos antisémites. Quand on les retrouve, ça demande des grands moyens et évidemment la police ne peut pas mettre des énormes moyens sur tous les cas. Alors on a des lanceurs d'alerte qui font un travail extraordinaire et dont il faut saluer le travail, mais qui se mettent aussi souvent en danger. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail de la communauté entière, que ce soit les avocats, la police, les lanceurs d'alerte et la justice, qui doivent avancer main dans la main pour essayer de combattre ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Encore beaucoup de travail à faire. Merci en tout cas Déborah Journeau et merci Jonathan Ayoun d'avoir croisé vos regards ce soir sur i24 News. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Déborah Benayoun. Et à présent, il est temps de retrouver
notre clin d'œil. Et ce clin d'œil est dans la suite de notre grand angle. Ce soir, je reçois Didier Esac, dont la nouvelle bande dessinée « J'ai arrêté Otto Abetz », l'ambassadeur de Hitler en France, sortira dans 4 petits jours, le 29 janvier prochain. Didier Esac, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Regard Croisé. Alors, cette bande dessinée, c'est l'adaptation de votre livre qui est paru en 2022, dans lequel vous retracez l'histoire de votre grand-père, Joachim Esac, résistant, qui a donc arrêté Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich à Paris pendant l'occupation allemande. Alors d'abord, pourquoi ce format ? Pourquoi passer d'un livre papier à une bande dessinée ? Je pense que ça va venir. J'ai entendu quelques éléments avec vos 2 interlocuteurs avant et je ne savais pas ces éléments. Il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect de transmission. J'oserais dire, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour moi avec la BD, je vais dire, pas parler d'enseignement, mais en tout cas de transmission vers les jeunes en lien avec l'éducation nationale et un organisme français qui s'appelle l'ONAC-VG, donc l'Office national des combattants et des veuves de guerre. Et c'est quelque chose auquel j'ai pensé finalement assez rapidement dès mai 2022. Et mes contacts que j'ai pu avoir avec le ministère des Armées, avec sa direction de la mémoire, de la culture et des archives, ont débouché sur cet aspect format BD qui est quand même très porteur et qui plaît aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, qu'il ne faut pas oublier. Alors, est-ce que ce support apporte quelque chose de différent à ce récit familial, finalement ? Alors, il apporte quelque chose en ce sens que fatalement il faut faire des choix. Mon livre, il faisait 630 pages. Là, il y a 78 pages de BD et 16 de dossiers historiques. Donc, il a fallu faire deux choix. Et le choix que j'ai fait en lien avec les éditeurs, c'est de centrer sur la traque organisée par Joachim, mon grand-père, pour arriver à arrêter Otto Abetz. Et je parle de traque parce que c'est quand même un point qui me semble important, parce que c'était un juif allemand, apatride, indésirable en France quand même avant-guerre, enfin traité indésirable comme les autres milliers de juifs qu'il y avait. Et c'est un juif qui de chasser est devenu chasseur. Et avec un certain nombre de personnes et d'amis historiens, on pense que c'est quelque chose qui est important de montrer cet aspect-là, que des étrangers, il y a Manoukian qui est emblématique, ça c'est clair, mais qu'il y en a eu d'autres qui se sont battus et qui ont contribué avec leurs moyens, avec leurs actions, à faire un certain nombre de choses. Et je pense qu'un juif allemand qui arrête quand même cette figure emblématique importante et très méconnue en France et je pense en Allemagne, c'est quelque chose de significatif. Comment ça se passe le travail de passer du livre à la bande dessinée ? Il faut évidemment choisir les graphismes, la manière de représenter, de dessiner l'histoire de votre grand-père. Oui, tout à fait. Et puis il faut structurer parce que il y a un nombre de pages défini. On peut pas, autant quand j'ai écrit, j'avais pas le livre, j'avais pas de problème là-dessus. Là, il y avait 78 pages. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Comment est-ce qu'on structure ? Et donc, il faut déjà structurer, faire des choix et structurer le scénario page par page. Et à l'intérieur, définir ce que l'on veut en termes de cases, qu'est-ce qu'on veut montrer, et puis après, comment on veut le montrer. Donc, il y a cet aspect de scénario d'abord, et après, bien sûr, validé avec l'éditeur, l'éditrice en l'occurrence, et puis après, la discussion avec le dessinateur, de manière à quand même lui laisser, bien sûr, une part... alors, c'est une BD historique, mais il faut lui laisser aussi sa part de créativité artistique, où il peut amener un certain nombre de visions, par rapport à ce que j'ai pu écrire, et qui va à ce moment-là modifier
modifier, adapter plutôt cette partie du scénario pour prendre en compte ces idées. Par exemple, il y a un ensemble de pages où il va être évoqué la période de résistance de Joachim. Eh bien, au lieu de la faire en format horizontal, ça va être vertical, donc il faut tourner la BD. Et puis, ça se fait dans l'évocation d'une fumée de cigarette et de ce qu'on voit. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. On avait imaginé des cases. Et bien là, il a fait une seule page complète et on a adapté un certain nombre de points. Et donc la bande dessinée sera bientôt en vente. Hein. Les enfants, les adultes aussi, vous l'avez dit, c'est pour tout le monde, pourront découvrir qui était votre grand-père, qui a donc arrêté Otto Abetz, qui était lui aussi un personnage peu connu finalement, l'ambassadeur du Reich en France. Un grand merci Didier Ezac d'avoir accepté notre invitation, d'avoir raconté cette aventure de votre livre, de votre grand-père et de cette bande dessinée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, vos téléspectateurs. Et donc, elle sort le 29 janvier. Exactement, le 29 janvier. Merci beaucoup. Voilà, on a vu le livre à l'instant. C'est la fin de Regards croisés pour cette semaine. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les équipes devant et derrière la caméra. Dans un instant, le journal sera présenté par Océane Nicole. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, en attendant un nouveau Regard croisé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur i24 News.